J'ai organisé un dîner familial pour annoncer mes dispositions testamentaires. Ma belle-fille souriait un peu trop ce soir-là. Puis, une serveuse s'est penchée vers moi et m'a glissé un mot. Ne buvez pas. J'ai pâli, mais j'ai calmement échangé nos verres. Ce qui s'est passé ensuite a mis fin à ses plans pour toujours. À 56 ans, je pensais avoir tout vu, comprendre les gens assez bien pour détecter leurs vraies intentions. Mais alors que j'étais assis en bout de ma table en acajou ce mardi soir, observant ma belle-fille Sandra verser du vin avec ce sourire étrange, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé. Le lustre en cristal diffusait une lumière chaleureuse dans la pièce, la même où ma défunte épouse Éléonore et moi avions organisé d'innombrables réunions familiales. Ce soir semblait différent. Une tension palpable flottait dans l'air. J'avais convoqué ce dîner dans un but précis, annoncer des changements importants à mon testament. À mon âge, avec mes récents problèmes de santé, cela semblait responsable. Mon fils Marc était assis à ma droite, tripotant sa serviette. Il avait 32 ans maintenant, marié à Sandra depuis 3 ans. Bien que je l'aimais tendrement, je ne pouvais ignorer qu'il avait changé depuis le mariage. Il venait nous voir chaque semaine autrefois, juste nous deux parlant affaires, sport, vie. Maintenant, Sandra l'accompagnait toujours, et nos conversations étaient devenues guindées, formelles. Sandra elle-même trônait à l'autre bout de la table, jouant l'hôtesse parfaite. Elle était belle, je devais l'admettre. Cheveux blonds toujours impeccables, maquillage irréprochable, même pour un dîner familial. Mais ce soir, quelque chose dans son attitude me frappait. Elle jetait des coups d'œil répétés à sa montre, et chaque fois que je mentionnais le testament, son sourire s'élargissait, s'intensifiait. « Papa, tu n'as pas vraiment besoin de t'inquiéter de tout ce juridique maintenant, » dit Marc en coupant son steak. « Tu es en bonne santé. Tu as des années devant toi. » J'ai failli rire de l'ironie. En bonne santé? Ces 6 derniers mois, j'avais lutté contre une série de symptômes mystérieux qui laissaient les médecins perplexes. Fatigue, nausées, moments de confusion qui allaient et venaient comme du brouillard. Justement, fiston, c'est pourquoi nous devons en discuter, ai-je répondu, observant attentivement la réaction de Sandra. Ces problèmes de santé m'ont fait réaliser que je dois régler mes affaires plus tôt que prévu. Sandra se pencha légèrement, ses yeux verts brillants de ce que j'ai d'abord pris pour de l'inquiétude. « Oh, Charles, ne dis pas des choses pareilles. Tu vas bien te porter. Le médecin a dit que c'était peut-être juste du stress, non ?» Elle avait raison sur ce qu'avait dit le médecin, mais quelque chose dans son ton me dérangeait. Il y avait un empressement à peine dissimulé sous ses paroles compatissantes. Quoi qu'il en soit, ai-je continué, j'ai pensé à faire des changements significatifs. La main de Sandra s'est crispée sur son verre de vin. Quel genre de changement? Marc regardait entre nous deux, manifestement mal à l'aise. Papa, peut-être devrions-nous parler de ça une autre fois? Sandra a préparé ce dîner toute la semaine. Cela a attiré mon attention. Sandra avait préparé ce dîner. Je pensais l'avoir convoquée, mais en rejouant la conversation du week-end précédent, j'ai réalisé que c'était elle qui avait suggéré la date, le menu, même la sélection des vins. Elle avait orchestré toute cette soirée. « Non, c'est bon, » dit rapidement Sandra, ce sourire ne quittant jamais son visage. « Je trouve merveilleux que Charles veuille partager ses plans avec sa famille. Nous sommes tous là pour toi, quoi que tu décides. » La façon dont elle a dit « quoi que tu décides » m'a glacé le sang. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. En revenant, j'ai aperçu Sandra et Marc à travers la porte entr'ouverte de la salle à manger. Elle se penchait vers lui, chuchotant quelque chose avec urgence. Quand je suis retourné à table, Sandra s'est immédiatement levée. « Laisse-moi te resservir du vin, Charles. Tu as à peine touché au tien. » Elle a attrapé mon verre avant que je puisse répondre, le remplissant avec un soin délibéré. En versant, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. « Merci, ma chère, » ai-je dit en levant le verre sans boire. « Tu sais, Sandra, tu as été si attentionnée ces derniers mois pendant mes problèmes de santé. J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait. » Son sourire a vacillé un instant. « Bien sûr, Charles, tu es de la famille. » Chose étrange, cependant, ai-je continué en l'observant attentivement. Je semble me sentir plus mal après certaines de tes visites.
Les médecins n'arrivent pas à comprendre pourquoi mes symptômes vont et viennent de façon si imprévisible. Marc semblait confus. « Papa, qu'est-ce que tu essayes de dire ?» Le reste du dîner s'est passé dans une conversation tendue. Sandra m'encourageait constamment à manger plus, boire plus, toujours avec ce sourire éclatant qui ne semblait plus sincère. Quand le plat principal fut terminé, elle insista pour apporter le dessert qu'elle avait préparé spécialement pour l'occasion. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de prendre une approche différente. Au lieu d'affronter mes soupçons de front, j'allais observer, rassembler des informations, et surtout, être plus prudent avec ce que je mangeais et buvais en présence de Sandra. Le vendredi soir, j'ai appelé Marc et suggéré de tous nous retrouver pour dîner chez Romano, un restaurant italien familial du centre-ville qu'Éléonore et moi fréquentions. J'ai choisi un lieu public délibérément. Le samedi soir, je suis arrivé tôt chez Romano. Je voulais choisir notre table, quelque part avec une bonne visibilité et près de la cuisine où le personnel passerait fréquemment. Marc et Sandra sont arrivés 20 minutes plus tard. Notre serveuse était une jeune femme nommée Maria, qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, avec des cheveux noirs tirés en queue de cheval et des yeux fatigués suggérant qu'elle travaillait pour payer ses études. Pendant le dîner, Sandra continuait d'être excessivement attentive. « Tu sais quoi ?» ai-je dit soudainement. « Je pense que je vais prendre un verre de vin finalement, juste un petit. » Le visage de Sandra s'est illuminé. « Magnifique !» Quand Maria est revenue avec mon vin, elle l'a posé d'une main légèrement tremblante. « Merci », ai-je dit en soulevant le verre. Mais alors que je le portais à mes lèvres, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Maria, qui débarrassait nos assiettes d'entrée, s'est penchée vers moi et a murmuré si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. « Excusez-moi, monsieur. » Puis encore plus doucement, « Vérifiez votre poche. » J'ai figé, le verre à mi-chemin de ma bouche. Maria avait glissé quelque chose dans ma poche de veste si habilement que je l'avais à peine senti. Ma main a tremblé légèrement alors que je reposais le verre sans boire. Plus tard, dans les toilettes, j'ai trouvé un petit morceau de papier plié plusieurs fois. D'une main tremblante, je l'ai déplié. Le message était écrit d'une écriture pressée. « Ne buvez rien de ce qu'elle vous donne. Retrouvez-moi derrière le restaurant dans 10 minutes. Venez seul. » Après que Marc et Sandra soient partis, j'ai attendu 5 minutes, puis je suis allé derrière le restaurant. Maria était là, fumant une cigarette d'une main tremblante. « Monsieur Dubois ?» dit-elle. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. »« Comment connaissez-vous mon nom ?»« Parce que je sais qui elle est, » dit-elle doucement. « Votre belle-fille, je sais ce qu'elle vous fait. » Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous dire ? Maria a pris une profonde inspiration. « Je m'appelle Maria Santos. Sandra est ma cousine. » Le monde sembla basculer. « Votre cousine ? » Elle ne sait pas que je travaille ici. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années, mais je l'ai reconnue dès qu'elle est entrée avec vous ce soir. La voix de Maria était à peine audible. « Monsieur Dubois, vous êtes en terrible danger. Dites-moi tout ce que vous savez. » Sandra n'est pas celle qu'elle prétend l'être. Son vrai nom est Sandra Vega, et elle a déjà fait ça avant. L'homme avec qui elle était mariée avant votre fils. Il est mort subitement. Cause naturelle, ont-ils dit, mais la famille soupçonnait... Elle s'est arrêtée, incapable de finir la phrase. Soupçonnait quoi ? Ai-je demandé. Soupçonnait qu'elle l'avait empoisonné. Mais ils n'ont jamais pu le prouver. Le lendemain matin, j'étais assis dans ma cuisine, fixant la carte de visite que Maria m'avait donnée. Infirmière Jennifer Walsh, spécialiste du contrôle des poisons. Mes mains tremblaient encore en composant son numéro. Jennifer a répondu à la 3e sonnerie. Après que j'ai expliqué la situation, elle a accepté de me rencontrer l'après-midi même à son cabinet. Apportez tous les médicaments que vous prenez, tous les compléments, tout ce à quoi Sandra aurait pu avoir accès, m'a-t-elle instruit. J'ai passé la matinée à rassembler tout ce que je pouvais. Les vitamines que Sandra m'avait achetées le mois dernier, la tisane qu'elle m'apportait quand je me sentais nauséeux, même le flacon d'antiacide qu'elle avait insisté pour que je garde près de mon lit. 20 minutes plus tard, Jennifer est revenue de son laboratoire avec une expression sombre. « Monsieur Dubois, ces vitamines ont été trafiquées. Il y a des traces de digoxine, un médicament cardiaque qui peut être extrêmement dangereux à mauvaise dose. Trop peut causer nausées, confusion, fatigue,
et finalement un arrêt cardiaque. Mes pires craintes étaient à confirmer. Sandra m'avait empoisonné lentement, méthodiquement, faisant croire que je mourais de causes naturelles liées à l'âge et au stress. Mon téléphone a sonné alors que je montais dans ma voiture. C'était Marc. « Salut papa, Sandra voulait que je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Elle a dit que tu semblais vraiment fatigué hier soir au dîner. » L'ironie était écœurante. Sandra vérifiait pour voir si son poison fonctionnait bien. « Je vais bien, fiston, » ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. « Bien. Oh, et Sandra a mentionné qu'elle aimerait t'apporter de la soupe maison cet après-midi. Elle s'inquiète que tu ne manges pas assez. » Plus de poison, livré avec un sourire et une expression préoccupée. Ce week-end, j'ai fait des recherches. J'ai rappelé Maria et lui ai demandé de me rencontrer à nouveau. Cette fois, elle a amené un ami, l'inspecteur Ray Collin, quelqu'un qu'elle connaissait depuis le lycée et qui travaillait maintenant pour la police. « Maria m'a parlé de votre situation », dit l'inspecteur Collin, alors que nous étions assis dans un café de l'autre côté de la ville. Malheureusement, les cas d'empoisonnement sont incroyablement difficiles à prouver, à moins qu'on ne prenne la personne en flagrant délit. Donc, Sandra pourrait s'en tirer? Pas nécessairement, mais nous avons besoin de preuves. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans cesse à mon fils, à quel point il serait dévasté quand il apprendrait la vérité sur sa femme. Le lundi matin, j'ai rencontré Harold, mon avocat, pour modifier mon testament. Au lieu de mon plan initial de tout laisser à Marc, j'ai créé une nouvelle version qui léguait la majeure partie de ma succession à diverses associations caritatives, avec seulement un petit héritage pour Marc et rien du tout pour Sandra. Cet après-midi-là, Sandra m'a appelé directement pour la première fois depuis des mois. « Charles, j'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle, » dit-elle, sa voix douce comme du miel. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« C'est très gentil de votre part, Sandra. » « Tu sais, j'ai réfléchi. Tu sembles avoir des bons et des mauvais jours avec ta santé. Peut-être devrions-nous établir un programme régulier où je viens te voir, m'assurer que tu prends bien tes médicaments, que tu manges correctement. » Le prédateur se rapprochait. « Et avec tous ces changements que tu fais à ton testament, » continua-t-elle, « je veux m'assurer que tu penses clairement. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment savait-elle pour les modifications du testament? Je n'en avais pas encore parlé à Marc. Après qu'elle ait raccroché, j'ai fixé le téléphone. Sandra prévoyait de m'apporter une autre dose de poison, et elle s'attendait à ce que je la boive volontiers. Mais cette fois, j'avais un plan différent. J'ai appelé l'inspecteur Collin et expliqué la visite prévue de Sandra pour le lendemain. « Nous aurons des agents positionnés à proximité, » dit-il. « Si vous pouvez l'amener à révéler des informations sur ce qu'elle vous donne, nous aurons ce qu'il nous faut pour un mandat d'arrêt. » Le lendemain soir, j'ai appelé Sandra. J'ai rendu ma voix faible et tremblante, jouant les symptômes qu'elle s'attendait à entendre. « Sandra, désolé de te déranger, mais je me sens terrible, » ai-je dit. Pire que je ne me suis senti depuis des mois. J'ai peur que quelque chose ne va vraiment pas. Oh, Charles. La voix de Sandra était pleine de fausses inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe? Nausées, vertiges, douleurs thoraciques. J'ai essayé d'appeler mon médecin, mais c'est après les heures. Je ne sais pas quoi faire. Il y a eu une pause, et je pouvais presque entendre Sandra calculer. As-tu pris les vitamines que je t'ai apportées? Oui, mais elles ne semblent pas aider. Si quoi que ce soit, je me sens pire après les avoir prises. C'est parce que ton corps combat le processus de guérison, dit Sandra avec assurance. Tu as besoin de quelque chose de plus fort. J'ai un tonique spécial qui pourrait aider. Pourrais-tu l'apporter? J'ai vraiment peur, Sandra. Bien sûr, je serai là dans 20 minutes. Après avoir raccroché, l'inspecteur Collin et son équipe ont pris leur position. Cette fois, il y aurait des agents à l'intérieur même de la maison, cachés au sous-sol et dans la chambre à l'étage. 23 minutes plus tard, Sandra a frappé à ma porte. Quand je l'ai ouverte, elle portait un petit sac en cuir et affichait une expression de préoccupation exagérée. « Oh Charles, tu as l'air terrible !» dit-elle en se précipitant à l'intérieur. Sandra a ouvert son sac et en a sorti une petite bouteille sombre sans étiquette. « C'est très concentré », dit-elle en dévissant le bouchon. « Ça pourrait avoir un goût amer, mais tu dois tout boire. C'est la seule chose qui va t'aider maintenant. » J'ai fixé la bouteille, sachant que ce qu'elle contenait était censé me tuer.
Es-tu sûr que c'est sans danger? Ai-je demandé en prenant la bouteille. Absolument, dit Sandra, ses yeux brillants d'anticipation. Bois-le rapidement, ça agit vite. J'ai soulevé la bouteille à mes lèvres et Sandra s'est penchée en avant légèrement, regardant avec attention. C'est alors que l'inspecteur Collan et son équipe ont fait irruption par les portes, avant et arrière simultanément. Police! Personne ne bouge! Sandra a pivoté, son visage devenant blanc de choc. La bouteille m'a glissé des mains et s'est brisée sur le parquet, son contenu se répandant en une tache sombre. Sandra Vargas, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, dit l'inspecteur Collin en sortant ses menottes. Alors qu'ils emmenaient Sandra, je savais que la partie la plus difficile était encore à venir. Je devais dire à mon fils que la femme qu'il aimait était une tueuse en série qui avait prévu d'assassiner son père. L'appel téléphonique à Marc a été la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue. J'ai attendu le lendemain matin, après que Sandra ait été officiellement inculpée. « Papa !» répondit Marc à la première sonnerie, sa voix tendue d'inquiétude. « J'ai entendu que Sandra n'est pas rentrée hier soir. Sais-tu où elle est? Fiston, j'ai besoin que tu viennes. Nous devons parler, et ça doit être en personne. » 1 heure plus tard, Marc était assis en face de moi dans mon salon. Il avait l'air hagard, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Où est Sandra ?» J'ai pris une profonde inspiration et lui ai tout raconté. J'ai commencé par le dîner chez Romano, l'avertissement de Maria, la découverte de ce que Sandra avait mis dans mes vitamines et mon thé. Je lui ai parlé du vrai nom de Sandra, de son historique de mari décédé, et finalement de son arrestation la nuit précédente. Marc a écouté dans un silence stupéfait, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque révélation. Quand j'ai terminé, il est resté immobile pendant un long moment, fixant ses mains. « Tu me dis, dit-il lentement, que ma femme est une tueuse en série qui essayait de t'assassiner pour ton argent? Je suis désolé, fiston, je sais à quel point ça fait mal. » Marc s'est levé brusquement et a commencé à faire les 100 pas. « C'est dément, Sandra m'aime. Elle t'aime aussi. Elle m'empoisonnait depuis des mois, ai-je corrigé doucement. Tout ce qu'elle faisait était calculé pour me rendre malade et finalement me tuer. Mais pourquoi? Nous n'étions même pas censés hériter grand-chose, j'ai grimacé. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Mais mon testament réel te laissait tout. Sandra l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Marc s'est arrêté de marcher et m'a fixé. Combien on parle? Environ 3 millions d'euros plus l'entreprise et les propriétés. Marc s'est effondré dans son fauteuil, le poids total de la trahison de Sandra le frappant de plein fouet. Elle m'a épousé pour 3 millions d'euros. Les mois suivant le procès ont été difficiles pour Marc. Il a lutté contre la dépression et la culpabilité, se blâmant de ne pas avoir vu la vraie nature de Sandra. Il est allé en thérapie et a progressivement commencé à guérir. Le procès de Sandra a eu lieu 8 mois plus tard. J'ai témoigné sur mes symptômes, les vitamines et le thé qu'elle m'avait donné, et la dernière nuit où elle avait apporté le poison concentré. Miguel a témoigné sur la mort de son frère Robert et le comportement suspect de Sandra par la suite. Le témoignage le plus accablant est venu des experts comptables judiciaires qui avaient analysé les finances de Sandra. Ils ont montré un schéma clair. Elle recherchait des hommes fortunés, orchestrait des rencontres avec eux ou leurs enfants, établissait des relations, puis les empoisonnait systématiquement tout en se positionnant pour hériter de leurs biens. Elle avait été mariée 6 fois, pas 4 comme nous le pensions initialement. 2 maris avaient divorcé d'elle avant qu'elle ne puisse achever ses plans, mais 4 étaient morts dans des circonstances suspectes. Les indemnités d'assurance et les héritages totalisaient plus de 8 millions d'euros. Sandra n'a montré aucun remords durant tout le procès. Elle a maintenu son innocence, affirmant qu'elle était une femme attentionnée qui avait été piégée par des hommes paranoïaques. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Sandra Elena Vargas a été reconnue coupable de tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et fraude. En raison des multiples victimes et de la nature préméditée de ces crimes, elle a été condamnée à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 1 an après la condamnation de Sandra, Marc a rencontré quelqu'un de nouveau. Jennifer était institutrice, gentille et authentique d'une manière complètement différente du charme calculé de Sandra. « Elle est vraie », m'a dit Marc quand il me l'a présentée pour la première fois.
Je peux le dire parce qu'elle n'essaie pas de m'impressionner. Elle est juste elle-même. Quant à moi, ma santé s'est considérablement améliorée une fois le poison sorti de mon système. Les symptômes mystérieux qui m'avaient tourmenté pendant des mois ont complètement disparu. J'ai fait de vrais changements à mon testament cette fois. J'ai laissé une somme substantielle à Mark et Jennifer, suffisante pour assurer leur sécurité financière. Le reste est allé à des organisations qui soutiennent les victimes de violences domestiques et de fraude financière. J'ai également créé une fondation au nom d'Éléonore pour fournir une assistance juridique aux familles qui soupçonnent que leurs proches ont été assassinés, mais n'ont pas les moyens d'enquêter. 2 ans après la condamnation de Sandra, j'ai reçu une lettre d'une femme en Bretagne dont le mari était décédé dans des circonstances suspectes. Elle avait lu l'affaire Sandra dans les nouvelles et se demandait s'il pouvait y avoir un lien. J'ai transmis la lettre à l'inspecteur Colran, qui avait été promu lieutenant. En 6 mois, ils avaient rassemblé assez de preuves pour inculper la femme de meurtre. Cette affaire a conduit à 3 autres arrestations dans différentes régions. Par un mardi soir tranquille, presque exactement 3 ans après que Sandra avait d'abord essayé de m'empoisonner lors de ce dîner familial, j'étais assis dans mon jardin en lisant une lettre de Mark. Lui et Jennifer s'étaient fiancés et ils voulaient se marier chez moi, dans le même jardin où Éléonore et moi avions organisé tant de rassemblements heureux. Je veux commencer notre mariage dans un endroit où l'amour a gagné et le mal a perdu, avait écrit Mark. Le mariage était magnifique. Mark et Jennifer ont échangé leurs vœux sous le vieux chêne. Il n'y avait pas de secret entre eux, pas d'agenda caché, juste 2 personnes qui avaient choisi de construire une vie ensemble basée sur la vérité et la confiance. Pendant la réception, l'inspecteur Colin, maintenant à la retraite, m'a pris à part. Vous savez, dit-il, la condamnation de Sandra a conduit à des changements dans la façon dont nous enquêtons sur les morts suspectes. Il y a tout un nouveau protocole maintenant pour les cas impliquant des hommes âgés qui meurent subitement après avoir épousé des femmes plus jeunes. Il l'appelle le protocole Vargas. Bien, ai-je dit en regardant Marc danser avec sa nouvelle épouse. Peut-être que cela sauvera une autre famille de passer par ce que nous avons traversé. Alors que la soirée se terminait, je me suis retrouvé seul dans mon jardin, entouré des vestiges de la célébration. Sandra était en prison, où elle passerait le reste de sa vie. Mon fils était marié à une femme qui l'aimait pour ce qu'il était. Et j'étais en vie, en bonne santé, entouré de la famille que j'avais combattue si fort pour protéger. La justice n'avait pas été rapide, et elle n'avait pas été facile, mais elle avait été complète, et elle avait été définitive. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement toute la nuit, sachant que les gens que j'aimais étaient en sécurité, et que parfois, quand les bonnes personnes refusent d'abandonner, le bon côté gagne vraiment.